Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado du Dr. Kin. Ce soir, une thématique, on m'a demandé à de nombreuses reprises d'aborder le sujet, le classique quoi consommer après son entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on mange après? J'étais très intéressé à faire cet épisode-là parce que j'ai eu des questions de gens qui souhaitaient avoir la réponse pour maximiser leur perte de poids. D'autres gens que c'était pour les sports d'endurance et d'autres gens que c'était pour le gain de masse musculaire. Donc, il y avait un point commun qui était, on s'entraîne fort, on va atteindre des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ces résultats-là? Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement après l'entraînement pour vraiment garantir ou favoriser les adaptations, puis permettre, dans le fond, un plus haut taux de succès avec notre approche. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Il y a beaucoup de données, d'informations, je dirais, qui sont classiques en nutrition sportive sur quoi consommer après. Et ce qui devient très intéressant, c'est quand on fouille un petit peu plus loin, quand on va voir les sources, donc les études maîtresses ou originales qui ont observé différents phénomènes, on se rend compte que parfois il y a des conclusions un peu, là, il y a eu une certaine modification ou il y a une distorsion dans la compréhension des choses. Puis ça fait en sorte qu'on se ramasse à avoir beaucoup de gens qui vont avoir des dogmes, vraiment là, presque des certitudes sur exactement qu'est-ce qu'il faut faire après. Et si on ne fait pas ça, là, si on sort de certains paramètres, ça devient désastreux. Je peux tout de suite là, vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, question apport nutritionnel, après un entraînement qui va être désastreux. Les pires choses à faire, ce sont des choses qui vont causer des complications gastro-intestinales, par exemple des nausées, des diarrhées. C'est à peu près les pires choses qu'on peut faire comme effet indésirable, mais pour causer des problèmes au niveau de la récupération, on n'a pas besoin de faire de si gros efforts que ça. Je vais commencer un peu en regroupant sous la même thématique les trois pôles là, qui m'ont approché, là, donc la perte de poids, l'endurance, puis la musculation, l'hypertrophie. Eh bien, il y a très peu de différence entre les trois objectifs, si on veut, au niveau de la récupération post-effort. Vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Il y a quelques subtilités qu'on peut observer après, mais c'est vraiment, vraiment des subtilités, c'est des détails qui vont jouer, je dirais, un rôle très subtil, très, très faible au niveau des résultats ou des bénéfices qu'on peut retirer à partir de la nutrition. Pourquoi c'est comme ça? Si je prends l'exemple de la perte de poids, l'erreur classique, c'est les gens vont dire je dépense une quantité X d'énergie, puis après, je vais éviter de consommer des calories, je vais éviter de consommer de l'énergie, comme ça je vais être en déficit énergétique. Ça fait en sorte que autour de l'entraînement, effectivement, je vais être en déficit énergétique de quelques centaines de calories. Puis, si ça ne se répercute pas sur la journée, si sur 24 heures, je n'ai pas une dépense énergétique supérieure à mes apports, le déficit que je vais avoir créé autour de l'entraînement, il ne servira à rien. Et ce qui va arriver, c'est que je vais avoir eu un impact sur ma récupération. Donc, ma récupération va être retardée et un petit peu moins bonne. Alexandre, qui me pose une question, Alexandre qui est un consommateur de SARMs et d'anabolisants, mais qui malheureusement s'y prend mal et qui a très peu de résultats, à part la perte de cheveux, qui pose la question, est-ce que les SARMs font partie d'un régime équilibré? Je connais bien Alexandre, on fait souvent des podcasts ensemble, donc c'est le running gag avec les SARMs parce que tout le monde me pose des questions sur les SARMs. Non, Alexandre, ça ne fait pas partie d'un régime équilibré, les SARMs. Par contre, ça peut avoir un impact sur ton cuir chevelu, donc je me tiendrai loin de ça.
Donc, blague à part, si jamais vous avez des questions ou encore des remarques désobligeantes comme Alexandre, ben, n'hésitez pas à inonder le chat. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, puis de ne pas trop insulter Alexandre en cours de route. Alors donc, je reviens avec ma perte de poids, donc de créer un déficit énergétique autour de l'entraînement, donc d'éviter de récupérer après mon effort. C'est pas quelque chose qui va être efficace parce que ça va avoir dans un premier temps peu d'impact sur mon déficit énergétique sur 24 heures et ça risque de faire en sorte que ça peut stimuler mon appétit. Ça peut faire en sorte que je vais être un peu moins actif le restant de la journée parce que j'ai de la fatigue et je n'ai pas récupéré. Donc, ça peut venir nuire un petit peu à mon processus de perte de poids. Donc, dans un contexte où je veux perdre du poids, je vais être en déficit énergétique, mais je ne veux pas que l'entraînement dans l'immédiat soit la source directe de ce déficit énergétique-là. Alors, je vais m'assurer de récupérer et ça veut dire qu'il va falloir que je fournisse un apport énergétique suffisant pour optimiser la récupération. Et il va falloir que je fournisse des nutriments qui vont être compatibles avec mes besoins au niveau de la récupération, ce qui est majoritairement les glucides et des protéines. Alors, si on y va avec les sports d'endurance, au niveau des sports d'endurance, après un entraînement, les réserves énergétiques ont été hypothéquées. Il y a eu du dommage qui a été effectué au niveau de la structure musculaire. Donc, il y a un besoin un peu plus important en protéines. Il y a définitivement un besoin plus important en énergie. Et ça veut dire qu'après mon effort, il va falloir que je renouvelle mes réserves énergétiques et il va falloir que je fournisse les acides aminés qui proviennent des protéines en quantité suffisante pour assurer la récupération et le remodelage de mes fibres musculaires. Finalement, en hypertrophie, quand je vais m'entraîner en hypertrophie, je ne veux définitivement pas être en déficit énergétique. Donc, je veux m'assurer qu'autour de mon entraînement, je vais avoir un apport calorique qui est suffisant et qui fait en sorte que je ne suis pas en déficit. Et je vais vouloir fournir les outils, les éléments nécessaires pour stimuler la récupération, plus particulièrement les acides aminés qui proviennent des protéines, pour favoriser le remodelage musculaire aussi. Alors, à la base, c'est pas mal similaire dans les trois objectifs qui, lorsqu'on les regarde, ont l'air extrêmement différents, ont l'air aux antipodes. Mais en réalité, c'est extrêmement similaire au niveau de la récupération. Les écarts qu'on va observer, c'est vraiment du fine-tuning. Puis je vais vous donner un des écarts qui est contre-intuitif, qui est un peu plus frappant. Si je vous demande, immédiatement après l'effort, entre quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut améliorer son endurance aérobie et quelqu'un qui va augmenter sa masse musculaire, qui potentiellement va avoir besoin de la plus grande quantité de protéines tout de suite après l'effort, les gens vont bien souvent aller du côté de l'hypertrophie. Ils vont dire, il a fait de la musculation, l'entraînement en surcharge, donc c'est clairement là qu'on a besoin d'une plus grande quantité de protéines. OK, le raisonnement tient. Si on dit, tu veux construire du muscle, tu as besoin de plus d'acides aminés, OK, ça fait du sens. Il y en a d'autres qui vont argumenter, c'est probablement pour la perte de poids parce que on veut s'assurer qu'ils ne perdent pas de muscle. S'ils sont en déficit énergétique, peut-être qu'ils dégradent un petit peu plus de muscle. Donc, on veut s'assurer de fournir assez d'acides aminés pour maintenir la masse musculaire, récupérer. On dit, OK, ça se vaut comme argument. Mais je ne suis pas certain qu'il y en a qui vont dire, les gens qui font des sports d'endurance, les gens qui travaillent le cardio, je parle pas un petit 15 minutes de cardio tranquille, mais vraiment des forts entraînements pour améliorer la capacité ou l'endurance aérobie. Il y a peu de gens qui vont dire, c'est eux. En réalité, il y a plus en plus d'informations qui nous poussent à aller dans la direction que c'est l'entraînement aérobie qui va nécessiter une plus grande quantité de protéines après. Parmi les trois catégories. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après l'entraînement en endurance, on observe qu'il y a une plus grande quantité d'acides aminés qui sont oxydés pour faire de l'énergie. Alors, des protéines qui rentrent, on va avoir tendance à en oxyder un peu plus pour de l'énergie et il va en rester un peu moins de disponible pour les muscles. Alors, si on fait un entraînement à haute intensité, beaucoup d'impact, beaucoup de travail avec la puissance, donc on a un dommage musculaire, on a un besoin de faire un remodelage musculaire, une récupération, eh bien, ça pourrait être tentant d'augmenter les apports en protéines de façon un peu plus importante chez les athlètes d'endurance, sachant qu'il y a une partie de ces protéines-là qui ne sera pas disponible pour la synthèse des protéines musculaires. Alors, vous voyez que ça peut vraiment aller un peu partout. Puis là, il y a des gens qui vont partir en peur, qui vont dire « Ah, là, si je fais du cardio, il faut que j'augmente mes protéines, sinon je ne récupérerai pas. »
faut pas virer fou avec ça, là. C'est vraiment une optimisation. C'est vraiment, en anglais, on dit du fine-tuning. C'est vraiment ça, là. Quelqu'un qui s'entraîne depuis 15 ans pour des triathlons, des Ironman, puis qui dit, ben moi, je ne prenais pas vraiment ben plus de protéines après. S'il commence à prendre un petit peu plus de protéines après ses entraînements, c'est pas vrai qu'il va passer d'un 16 heures pour un Ironman à 10h50 là, pour sa performance. C'est pas de cet ordre de grandeur-là qu'on va avoir comme effet, mais ça peut être une stratégie intéressante à utiliser, sachant que c'est pas certain qu'on perçoive la différence, mais que c'est possible qu'il y en ait une. Donc, pour le trouble que ça donne, pour la difficulté que ça représente, ça peut être intéressant d'essayer quelque chose comme ça. Mais gardez en tête, là, c'est vraiment du fine-tuning, parce qu'on a tendance à de perdre de vue là, l'ampleur des changements, l'ampleur des écarts, puis ça fait en sorte que on a par exemple des gens qui vont dire ta période de récupération post-effort, donc si tu fais un entraînement en musculation, dans les 30 minutes qui suivent, il faut absolument que tu consommes des protéines parce que c'est là que ton organisme il est vraiment stimulé, puis c'est là que tu vas maximiser tes gains. Puis là, si tu es à 31 minutes post-effort, écoute, tu viens de ruiner ta séance. Ben, pas du tout. T'sais, si on regarde là, un entraînement en musculation d'une bonne intensité, d'un volume adéquat pour quelqu'un, donc qui demande une sollicitation importante, qui crée de la fatigue, si on regarde, on va avoir une élévation de la synthèse des protéines, plus particulièrement de la synthèse des protéines au niveau des myofibrilles, donc les petits éléments contractiles à l'intérieur des fibres musculaires. Donc on va remarquer qu'on en a pour à peu près entre 12 et 36 heures, là, selon les études, où la synthèse des protéines est stimulée. Donc, où l'organisme, on peut appeler ça, est en état d'éveil pour favoriser le remodelage, la formation de structures plus adaptées. Donc, dans le cas de l'entraînement en musculation, bien, un peu d'hypertrophie. Donc, on a quand même d'une demi-journée à quelques jours là, où c'est activé. Donc, on est plus sensible, on est plus réceptif. Alors, l'histoire de courir là, après son chèque de protéines, après effort, puis de se mettre à pleurer parce que le chrono vient de sonner puis on est trop tard, là, c'est pelleter des nuages, c'est fabulé, là, ça n'a pas raison d'être. Donc, il n'y a rien dans la littérature scientifique qui nous porte à croire que cette fenêtre d'opportunité-là est si restreinte. Donc ça, c'est vraiment pour la synthèse des protéines. Alors, on a quand même du temps et il faut s'assurer qu'il y a plusieurs choses qui vont être en place. Alors, oui, Jonathan, c'est exactement ça. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Là. Quand je faisais de la photo, j'ai déjà eu un prof de photo qui me disait les photos noir et blanc, c'est tout sauf noir et blanc. C'est toute une question de nuance. Et je trouve que cette expression-là en photographie s'applique tout à fait à l'entraînement. Et c'est jamais tout un ou tout l'autre. Par contre, le tout un ou tout l'autre, quand on va drastique, quand on va avec des choses qu'on dit qui sont super importantes, bien, ça fait un peu plus vendeur. Donc, on peut accrocher un peu plus les gens avec ces stratégies-là, mais c'est rarement basé sur quelque chose de scientifiquement tangible et pertinent. Alors, si on regarde encore nos trois archétypes, là, donc perte de poids, entraînement aérobie, puis hypertrophie, bien, à ce moment-là, nos priorités en termes de récupération puis de nutrition, bien, on va avoir, et c'est presque dans l'ordre, c'est presque une séquence un peu à respecter. L'organisme, comment il fonctionne, dans un premier temps, bien, on va s'assurer qu'il y a un niveau d'hydratation adéquat. On va s'assurer qu'il y a une quantité d'énergie qui est adéquate. Et ensuite de ça, on va s'assurer que on a les éléments pour récupérer, donc les structures pour faire du remodelage, faire de l'adaptation qui sont en quantité suffisante. Quelqu'un qui va faire un entraînement qui va être extrêmement déshydraté, s'il cherche à refaire ses réserves énergétiques, ça va être plus difficile. La synthèse des protéines va également être plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller, je finis mon entraînement, je bois mon litre d'eau, après ça, je prends mes glucides pour l'énergie. Après ça, je prends mes protéines pour le remodelage musculaire. C'est pas ça. Si vous faites un entraînement en musculation, il est peu probable que vous soyez extrêmement déshydraté après.
Si vous courez le Death Race dans le Utah, qui est 100 quelques kilomètres dans le désert, c'est fort possible que pour renouveler vos réserves de glycogène, il va falloir commencer par s'hydrater parce que vous avez peut-être perdu 4-5 kilos de poids, puis là-dedans, il y a une bonne partie d'eau, là, tu sais. Jean-Philippe, on va revenir avec les acides aminés à chaîne ramifiée, les BCAA. Ça, c'est assez polarisant comme approche. Donc, si on y va là, avec la séquence post, là, ben, on veut s'assurer qu'on est bien hydraté. Après ça, on veut s'assurer qu'il y a de l'énergie disponible. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est d'ajouter des glucides. Donc, d'avoir des apports en glucides après, ça va faciliter le renouvellement des réserves énergétiques au niveau musculaire. Puis, quand le flux énergétique à l'intérieur de la cellule musculaire est positif, donc quand il y a des apports, bien, ça aussi, ça va stimuler certaines voies métaboliques qui favorisent l'hypertrophie, donc la synthèse des protéines. Alors, c'est une bonne combinaison à aller chercher en récupération, donc renouveler ses réserves de glycogène assez rapidement quand on fait de la musculation et avoir ces acides aminés, donc ces protéines disponibles pour favoriser la synthèse. Alors, ça va être des éléments importants. Il ne faut pas non plus partir en fou en disant, bien là, je viens de faire ma séance de musculation, je vais me taper 250 grammes de glucides avec mes protéines. Bien, la quantité de glucides qu'on a besoin, je n'avais déjà parlé dans un épisode précédent, mais dans un premier temps, elle est proportionnelle à l'énergie qu'on va dépenser. Si je dépense 200-300 calories dans ma séance de musculation, ben, je n'ai pas besoin de plus que 200-300 calories d'énergie pour renouveler mes réserves. À peu près, là. Alors, ça ne donne rien d'aller chercher un 500 calories, 600 calories de glucides en se disant, ben là, je vais refaire mes réserves énergétiques. Ce que ça risque de faire, c'est retarder le processus de digestion en surchargeant le système digestif. Donc, ça peut être problématique. Dans les sports d'endurance, c'est assez bien établi, là. On recommande le 1,5 g par kilogramme de poids par heure au niveau des apports en glucides comme une dose plafond. Donc, plus haut que ça, ça ne semble pas plus profitable pour le renouvellement du glycogène. C'est extrêmement rare qu'en musculation, on va avoir besoin d'atteindre ces quantités-là, là. Donc, ça va presque toujours être en bas de ça. Dans les sports d'endurance, c'est un peu différent. Jean-Philippe, j'ai ouvert la parenthèse au niveau des acides aminés à chaîne ramifiée, donc les BCAA. Ça a été les années folles au niveau des BCAA, puis c'est un des suppléments qui se vend le plus, qui se vend le mieux. Et malheureusement, quand on regarde les études sur l'effet de ces acides aminés-là sur, par exemple, l'hypertrophie, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a très peu d'études qui ont observé l'impact de la supplémentation en BCAA sur la récupération musculaire, les gains de masse musculaire. Ce qu'on a remarqué, c'est que à cause de certaines composantes des BCAA, donc à cause d'un des acides aminés à l'intérieur de ça, ça stimule beaucoup la synthèse des protéines. Alors, c'est comme un déclencheur qui va faire en sorte qu'on va avoir une plus-value, on va avoir un bonus au niveau de la synthèse des protéines lorsque c'est fait conjointement avec l'entraînement en musculation. Fait que là, si on s'arrête là, on se dit, comme la plupart des compagnies qui sont lancées dans les BCAA, on se dit, bien, ça stimule la synthèse des protéines immédiatement autour de l'entraînement, donc ça va être bénéfique pour les gains de masse musculaire. Je ne me souviens pas d'avoir lu un papier qui a observé un effet significatif de la supplémentation en BCAA sur l'hypertrophie, par exemple sur 12 semaines, 18 semaines ou 24 semaines, versus un groupe contrôle qui aurait des apports énergétiques et des apports en protéines totaux équivalents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a certains papiers qui ont commencé à explorer ça. Alan Aragon a publié là-dessus. Lui, c'est un fervent détracteur des BCAA. Donc, c'est vraiment quelque chose qui déteste là, au plus haut point, qui trouve que c'est une arnaque monumentale, puis on devrait châtier tous ceux qui en vendent et qui en consomment. Je pense qu'on peut être plus nuancé. C'est que, entre autres, ce qu'il rapportait, puisque d'autres auteurs rapportent, c'est que le fait que ça soit stimulé, certains aspects de la synthèse des protéines est stimulé, mais il manque d'autres acides aminés, donc des acides aminés dits essentiels, il en manque d'autres, et ces autres éléments-là font en sorte que, oui, on observe une stimulation de la synthèse, mais il n'y a pas une plus grande accrétion au niveau des protéines. Donc, c'est comme si le moteur, il tourne dans le beurre.
Donc, on a quelqu'un qui pèse sa pédale de l'accélérateur, mais on n'est pas embrayé. Donc, le moteur s'emballe, mais on n'avance pas plus. Alors, quand on regarde l'effet sur la synthèse des protéines, ben, l'accrétion, donc le bilan, n'est pas plus avantageux quand on va utiliser des BCAA. Et même dans certains cas, ce qui peut arriver, c'est que la consommation de BCAA pendant l'effort pourrait venir nuire à la synthèse des protéines après. Donc, ça pourrait perturber un petit peu la synthèse des protéines post-effort. Néanmoins, ça semble être un effet assez négligeable. Donc, ce ne serait pas quelque chose de dramatique, ça n'irait pas annuler, par exemple, les effets de l'entraînement, mais ça ne semble pas être quelque chose de positif. Alors, si on regarde, dans le pire des cas, ça ne donne rien. Dans le meilleur des cas, peut-être que ça stimule la synthèse des protéines. Et là, les gens vont dire, ah ben oui, mais à ce moment-là, tu prends des BCAA, puis tu prends des acides aminés essentiels. Fait que tu combines ça, tu mets tout ça ensemble, et là, tu vas avoir vraiment toutes les composantes. Ben, quand tu regardes ça, si tu prends une protéine complète, par exemple, si tu prends du lactosérum, ben, c'est ça que ça fait. Donc, est-ce que le fait de ressortir 3 acides aminés du lactosérum va être plus bénéfique? Ben, pas vraiment. Il y en avait qui disaient, ben, on va utiliser les BCAA comme pour jump-starter la synthèse des protéines, puis après ça, on va fournir des protéines complètes, vraiment chargées en acides aminés essentiels pour voir si ça augmente. Ben, peut-être que ça marche. Moi, j'ai rien lu là-dessus qui portait à croire que ça avait un effet bénéfique. Donc ça, c'est une chose. Un autre aspect au niveau des BCAA pendant l'effort qui peut être intéressant, il y a de ça fort longtemps, plus qu'une dizaine d'années, on avait observé que ça pouvait peut-être jouer sur l'apparition de la fatigue. Donc, la prise de BCAA pouvait peut-être retarder l'apparition de la fatigue et favoriser une meilleure performance. De mémoire, c'était dans des courses en cyclisme, des contre-la-montre. Et alors, ça pouvait légèrement améliorer les performances. Je ne me souviens pas de façon assez précise de l'étude pour dire est-ce que c'est un effet vraiment pertinent ou c'est un petit peu du flou artistique, là. Mais peut-être qu'il y avait un aspect là. Fait que Jean-Philippe, si jamais toi tu prends des BCAA, puis ben, quand tu prends tes BCAA, tu augmentes de 15% tes charges, tu es full motivé, tu es à ton affaire, tu prends tes repos, puis tu n'es pas sur ton téléphone pendant 2h30 entre 2 sets, ben, je vais te dire, écoute, prends tes BCAA. Si le fait que tu prends ça, ça fait en sorte que tu t'entraînes plus fort, mieux, de façon plus disciplinée, de façon plus intelligente, puis quand tu ne prends pas tes BCAA, tu ne fais pas ça, je vais te dire, ben, définitivement, prends les BCAA. De là à savoir si ça va faire en sorte que tu es plus performant puis tu gagnes de la masse musculaire de façon beaucoup plus marquée, c'est peu probable que les BCAA aient cet effet-là. Donc, ce n'est pas nécessairement un supplément qui est inutile, c'est un supplément qui peut avoir une utilité, mais qui est quand même relativement minime comme impact et où ça peut devenir problématique, c'est le prix dans un premier temps. Donc, les BCAA de qualité, c'est quand même un supplément qui est assez cher. On en consomme quand même beaucoup. Si on regarde les quantités, un pot, si tu t'entraînes 3-4 fois semaine, ça passe assez vite. Et l'autre problématique qu'on a, c'est il n'y a pas tant que ça, peut-être que maintenant il y en a un peu plus, mais il n'y a pas tant que ça de BCAA qui sont certifiés, par exemple, NSF. Donc ça veut dire qu'on court le risque qu'on n'ait pas exactement la bonne concentration en acides aminés à chaîne ramifiée à l'intérieur de ça. On peut se ramasser avec plein de choses connexes. Le contaminant de prédilection de ces produits-là, parfois c'était affiché, parfois ce ne l'était pas, c'était de la caféine. Donc, on retrouvait des BCAA où il y avait de la présence de caféine à l'intérieur, puis c'était pas indiqué sur la bouteille. Fait que les gens consommaient les BCAA, puis ils disaient « Hey, je me sens primé quand je prends mes BCAA. » Ces 3 acides aminés-là, ils ne priment pas. Ça ne stimule pas le système nerveux central de façon suffisamment importante pour dire « Wow, là, je vais pousser. » Si c'est le cas, ben, c'est plus l'effet de la caféine. Alors, donc, ça jouait. Puis, ben, c'est ça, Jean-Philippe, quand tu dis l'effet placebo, en tant que chercheur, l'effet placebo, je vais dire, Moses, que ça m'écoeure, puis c'est pas vraiment un effet réel, tu sais, c'est placebo. En tant qu'entraîneur, je vais dire, ben, l'effet placebo, ça fait-tu que tu lèves plus, oui ou non? Oui, ben, je vais le prendre. Pour moi, c'est pas un placebo. Pour moi, c'est concret, tu lèves plus pesant. Pourquoi tu lèves plus pesant? Ben,
Quand tu prends le produit, tu l'as plus pesant. Comme entraîneur, moi, ça fait 1 plus 1, 2, je suis vendu puis je prends ça. D'un point de vue recherche, est-ce que je vais recommander le supplément parce que ça fait ça pour une personne? Ben non, parce que si tu n'as pas l'effet placebo qui vient avec, tu n'auras pas le 20% d'augmentation de force sur ton bench, mettons. Good. Je ferme la parenthèse sur les BCAA. Alors, les autres éléments, l'approche les courants on va avoir, c'est il y a beaucoup de gens qui vont aller avec on va prendre des suppléments après, puis d'autres personnes qui vont dire non, faut pas te prendre les suppléments. Donc, cette semaine, j'ai eu un client qui était vraiment anti-supplément. Pour lui, c'est le mal incarné, c'est de la drogue, tu commences à prendre ça, puis la prochaine affaire, c'est de l'héroïne. Donc, lui, il a vraiment une perception très négative de ces produits-là, à tort ou à raison. Puis là, il me dit, moi, je ne veux pas prendre toutes sortes de cochonneries, mais je veux gagner de la masse musculaire, je ne serai jamais capable. Ben non. On remarque qu'avec la consommation d'une alimentation traditionnelle, standard, donc sans supplément, c'est tout à fait possible de rencontrer les besoins, les exigences associées à l'augmentation de la masse musculaire ou encore associées aux performances aérobies ou encore associées à la perte de poids. Donc, c'est pas un problème. Puis, ben franchement, moi, les suppléments, je vois pas ça comme quelque chose de différent de la nutrition. C'est des aliments qui sont transformés. Quand les gens disent, ben là, tu prends de la whey, là, du lactosérum, ben oui, c'est une fraction des produits laitiers qu'on a retirés puis qu'on a pris pour ses effets spécifiques, entre autres parce qu'il y a une forte teneur en leucine là-dedans, c'est très intéressant. Donc le lactosérum, ça stimule de façon très intéressante la synthèse des protéines et en plus, ça contient une quantité intéressante d'acides aminés essentiels. Donc ça soutient aussi l'accrétion en protéines au niveau du muscle, donc c'est super bon. Alors, moi, que tu as une quantité X de lactosérum qui proviennent d'un pot qui a extrait le lactosérum ou que ça provient de produits laitiers, ça change plus ou moins l'impact. Tu es capable d'aller chercher ça. Puis c'est pour ça que je ne fais pas vraiment la distinction, moi, en termes de nutrition normale puis nutrition supplément. Pour moi, c'est des nutriments qui ont des effets, puis on regarde le package. Si quelqu'un me dit, dans mon alimentation, après un effort, je vais aller souper. Donc, je m'entraîne juste avant le souper, puis je soupe après. Est-ce que je vais prendre des suppléments? Ben, je vais peut-être dire, ben non, on va regarder qu'est-ce que tu manges dans ton souper, puis peut-être que le souper va faire le travail. Peut-être que ce que tu vas manger dans ton souper, ça va être pleinement adéquat, puis ça va répondre à tes besoins, puis on n'aura pas besoin de supplémenter. Par contre, si on a quelqu'un qui s'entraîne le matin, puis qui dit après ça, écoute, moi je fais mon entraînement, après ça j'ai 5 minutes, puis j'ai 5 minutes pour prendre ma douche, après ça je commence à travailler. Ben, si je dis on va prendre des apports en protéines équivalents à 0,25 g par kilogramme de poids après, la personne va me dire, ben moi j'ai pas le temps de me faire 2 œufs, puis ci, puis ça, là. Fait qu'est-ce que je fais? Ben, la façon la plus simple, ça va être de chercher des suppléments. Comme ça, on va aller précisément chercher la quantité de protéines qu'on a besoin. Ça va être rapide, ça va être fait, puis ça va répondre à des besoins. Donc, je dirais que le choix supplément ou aliment entier complet, là, c'est vraiment plus une question pratico-pratique. Surtout quand les suppléments sont certifiés NSF, là, où est-ce qu'on s'assure de la qualité du produit, qu'il n'y a pas de contaminants, qu'il n'y a pas de produits dopants, que c'est bien fait en bonne et due forme. Et il y a très peu de certifications qui font ça correctement. Là. NSF en est une, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc quand on s'assure qu'on a un produit de qualité, ben, c'est un peu comme moi je mange une pomme, puis l'autre à côté mange une tarte aux pommes. C'est quoi la différence? Ben, ma pomme, elle a ses propriétés. Ben, la tarte aux pommes, elle a certaines propriétés de la pomme, plus les propriétés de la pâte pour la tarte, plus la propriété de la petite gelée qui est à l'intérieur. Donc, il y a un package qui est différent. Ce package-là, on va parler de matrice nutritionnelle. De plus en plus, on commence à parler de ça, de voir l'ensemble de l'œuvre. Donc, l'aliment se situe où dans l'ensemble de la nutrition? Qu'est-ce qui vient avec? Donc, de moins en moins, on va observer un glucide ou une protéine, puis dire « Ah, ben c'est bon ou c'est pas bon ». On va regarder dans quoi ça se retrouve, puis on va regarder quels besoins ça cherche à combler. Si je veux renouveler mes réserves de glycogène le plus rapidement possible,
j'ai pas besoin de vitamine B12, j'ai pas besoin de fibres, j'ai pas besoin d'acide palmitique, ce que j'ai besoin, c'est du glucose. Alors, je vais consommer du glucose pour favoriser le renouvellement de mes réserves de glycogène. C'est pas du tout nutritif, dans le sens que tout ce que ça me donne, c'est du sucre. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien. Sauf que je n'ai pas besoin de quelque chose de nutritif. J'ai besoin de quelque chose qui va refaire rapidement mes réserves de glycogène. Si je prends un glucide qui vient dans un aliment extrêmement nutritif, ben, je vais avoir des fibres, je vais avoir plein d'autres choses, des vitamines, des minéraux, je vais avoir plein d'autres choses qui vont venir avec, qui peut faire en sorte que ça va peut-être ralentir le processus de digestion, qui va faire en sorte que peut-être qu'il va y avoir une moins grande concentration de glucides dedans. Donc, il va falloir que je mange plus pour avoir la même quantité de calories. Peut-être que je ne serai pas capable de manger cette quantité-là après mon effort parce que je n'ai pas faim. Donc, ça peut faire en sorte que mon aliment dit nutritif n'est pas du tout approprié à consommer immédiatement après mon entraînement. C'est plutôt quelque chose de non nutritif, c'est-à-dire qui est très spécifique, pas nécessairement mauvais pour la santé, mais qui est très spécifique, qui répond à un besoin très précis, qui va être plus efficace. Si par contre je m'éloigne de l'entraînement, ben là, si pour mon souper, je décide de manger uniquement du glucose, ben là, c'est pas quelque chose d'intéressant parce que mon souper, je veux qu'il comble une vaste quantité de besoins. Donc, je veux avoir des minéraux, des fibres, des vitamines, des macronutriments. Donc, je veux que ça soit le plus diversifié, le plus riche possible. Donc là, je vais chercher à avoir des aliments extrêmement nutritifs. Donc, qui viennent avec un package intéressant. Donc, chaque gramme d'aliments que je vais manger, je veux qu'il vienne avec le plus de choses possible parce que je n'ai pas besoin de répondre à un besoin spécifique. Donc, Robin qui pose la question, 0,5 g par kilogramme de poids, 0,25 g que je disais là, à peu près pour un apport, c'est ce qui est recommandé. Ça, je vais peut-être ouvrir une autre parenthèse. Là. Donc, 0,25 g par kilogramme de poids par ingestion, par repas en termes de protéines, c'est une valeur qui semble intéressante. Lorsqu'on va consommer plus que ça, les gens vont dire « Ah, tu les absorbes pas, les protéines, etc. » Pas du tout. Pas du tout. Là. Elles s'absorbent, les protéines. C'est juste que les protéines, là, leur destinée métabolique, on a tendance à penser que c'est exclusivement pour les muscles. Mais la destinée métabolique des protéines qu'on mange, c'est peut-être au niveau des muscles, là, 25 à 35 % des protéines qui s'en vont pour la synthèse des protéines musculaires. Le reste, là, la vaste majorité, ça s'en va pour les protéines du sang, pour les protéines des viscères, des différents organes, etc., etc. Alors, les protéines qu'on mange, c'est vraiment pour notre masse maigre, donc l'ensemble des muscles et des organes et la fraction qui s'en va au niveau des muscles, c'est quand même c'est moins que la moitié, là. Donc, si on mange 100 grammes de protéines, on se dit, ah ben là, mais après 20-30 grammes, j'ai digéré plus, puis c'est pas vrai. L'organisme va faire quelque chose avec les protéines excédentaires, sauf que il fera probablement pas plus de masse musculaire. Et là, je vais l'ouvrir la parenthèse. Les études qui ont été faites là-dessus, il faut savoir que c'est super difficile à faire comme étude. C'est complexe, c'est vraiment pas évident à quantifier, à mesurer. Tu sais, des fois, on reproche un peu à ces études-là, ben là, on ne peut pas conclure. Il y avait juste 10 participants. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est des études qui sont coûteuses, qui sont laborieuses, puis bien souvent, la majorité des sujets qu'on recrute, on ne peut pas les utiliser parce que ça n'a pas fonctionné, etc. Alors donc, je ne veux pas discréditer là, ces auteurs-là parce qu'ils font un travail vraiment difficile et très coûteux, puis il n'y a pas beaucoup d'argent en termes de subventions, de fonds de recherche qui est alloué pour ça. Fait que c'est tough, là. Fait que chapeau à ceux et celles qui travaillent là-dedans. Donc, ce qui va arriver, c'est que ces études-là sont faites en état de poids stable. Donc, ils vont être faites en état d'équilibre énergétique. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en présence d'un léger surplus énergétique, potentiellement qu'on pourrait observer une plus grande capacité de synthèse des protéines. Donc, l'exemple, si je consomme 40 grammes de protéines dans mon repas, je vais en utiliser, mettons, entre 10 et 20 qui vont être captés par la synthèse des protéines, donc qui vont être incorporés au niveau du muscle. Mais si je suis en surplus énergétique, bien, peut-être que je vais aller chercher un 5, 10, 15 % de plus parce que je suis en surplus énergétique.
Alors ça pourrait être intéressant. Il y a juste des suppositions qui ont été faites à ma connaissance là-dessus, parce que la totalité des études, moi, que j'ai vues, c'était toujours des gens qui étaient de poids stable, donc qui étaient en équilibre énergétique. Alors ça peut jouer sur notre capacité à synthétiser des protéines comme telles, plus particulièrement les protéines musculaires. Là, s'il y en a qui ont l'idée de génie de se dire, mais je vais me taper 10 000 calories, comme ça, je vais vraiment maximiser ma synthèse des protéines parce que je vais avoir un surplus énergétique important. Eh bien, s'il y a trop de calories qui rentrent, donc si mon surplus énergétique est trop important, on remarque une diminution de l'efficacité de la synthèse des protéines. Alors, ça devient moins intéressant. Fait que moi, j'ai en tête le classique en bodybuilding, où est-ce qu'on va avoir des gens qui vont dire, moi, je fais ma diète gain de masse musculaire, j'étais à 6500, 7000 calories par jour. Comme ça, je vais vraiment maximiser ma synthèse des protéines. Bien, ils ne maximiseront pas. Ils vont maximiser la prise de poids. Donc, oui, il va y avoir du muscle, mais aussi il va y avoir une grosse portion de masse grasse qui va s'accumuler. Puis ils vont mettre un frein un peu à leur capacité à synthétiser des protéines. Donc, d'avoir un léger surplus énergétique, ça semble être beaucoup plus profitable pour la synthèse des protéines musculaires que d'avoir un bolus énergétique épouvantable. Donc, fait que ça, c'est quelque chose là, qui est... mais la question, est-ce que c'est vrai qu'on peut pas se faire une réserve de protéines? On peut se faire une réserve de protéines. Ça s'appelle le bassin labile d'acides aminés. Donc, dans notre organisme, les protéines sont, quand je dis protéines, encore une fois, c'est l'ensemble des structures qui ont besoin de protéines, là, vos enzymes, les globules rouges, tout ça, ça fait partie là, des protéines. Bien, il y a une tonne de protéines qui est dégradée là, dans votre corps à tous les jours. Puis il y a une tonne, je dis une tonne, là, c'est l'expression, là, c'est pas réellement une tonne. Il y a une tonne de protéines aussi qui sont synthétisées. Et on a comme un bassin de retail. Si vous avez des enfants qui font du bricolage, là, bien souvent, tu te ramasses à avoir un beau petit bricolage et beaucoup plus de retail autour. Bien, ces retails-là, c'est comme les acides aminés qui ont été dégradés puis qui sont dans l'organisme. Quand vous dégradez un muscle post-effort, par exemple, vous allez faire un entraînement de jambes, vous créez du dommage musculaire, le système immunitaire embarque, va commencer à dégrader les fibres musculaires, les myofibrés et compagnie qui ont été endommagés, qui n'ont pas fait le travail. On les dégrade, puis on les coupe en acides aminés. Donc, ces acides aminés-là, bien, c'est des acides aminés qui viennent de la viande, là. Même chose qu'un steak, là. Et ils vont s'en aller en circulation. Donc, ils vont se promener dans l'organisme. Puis, s'il y a d'autres organes, d'autres processus métaboliques dans l'organisme qui ont besoin d'un ou de plusieurs de ces acides aminés-là, ils vont les utiliser. Donc, on a probablement une centaine de grammes d'acides aminés, là, je pense que ça peut même monter jusqu'à 300 grammes dans certains cas, qui peuvent se promener dans le système à différents endroits et qui vont être réutilisés. Alors, on a une réserve d'acides aminés qui peut fluctuer, qui peut être un peu plus importante, un peu moins importante, selon ce qu'on fait, selon ce qu'on mange, selon ce qu'on est. Donc, il y a plusieurs éléments. Alors, c'est une forme de réserve. On ne peut pas... cette réserve-là, par contre, est assez limitée. Contrairement au tissu adipeux, où il semble y avoir très peu de limites au niveau de l'être humain, quelqu'un peut passer de 50 kg à 500 kg, donc il peut augmenter 10 fois sa masse, ce qui va être majoritairement de la masse grasse. Donc ça, c'est vraiment phénoménal comme capacité de stockage pour un compartiment énergétique là, pour la masse grasse. On n'observe pas ça au niveau des acides aminés. Là, quand il y a une quantité qui devient très importante, bien, il y a une grande portion qui va être oxydée donc pour faire de l'énergie ou qui va être incorporée dans différents processus métaboliques pour faire du glucose, par exemple. Alors, c'est un petit peu ça. Mais oui, on a une réserve là, de protéines comme telle qui est... Dans le fond, c'est une réserve de recyclage. C'est un bac de recyclage qu'on a, puis un bac de, je dirais, recyclage et réutilisation. Fait que c'est vraiment ça. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question. Puis c'est ça, Robin, comme je te disais, ben, on recommande 0,25 g par kilogramme de poids par repas ou par rapport en protéines. Mais si on dit, ben moi, je vais à 0,3 g par kilogramme de poids par repas, tu ne feras pas de la combustion spontanée, là, les reins exploseront pas. Au pire, ben, tu vas peut-être transformer un peu plus d'énergie à partir des protéines. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pas si problématique. Dans le pire des cas, c'est pas utile. Puis, ben, plus on augmente les apports, ben, plus on risque de diminuer l'efficacité des processus.
Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête. Fait que d'abord et avant tout, de surcharger, que ce soit en glucides, en lipides ou en protéines, c'est surtout une perte d'efficacité. Donc, ça devient moins rentable de faire ça. C'est plus utile d'aller dans la finesse, de chercher à créer un léger surplus, mais c'est un peu plus difficile parce qu'on n'est pas capable d'être précis. Fait que ça se peut qu'on essaie de créer un léger surplus, mais en réalité qu'on soit en équilibre. Donc, c'est pour ça que c'est un peu problématique. De là, la tendance encore actuelle d'y aller over the board, là, puis d'y aller dire, tu vas prendre 3 grammes de protéines par kilogramme de poids par jour pour augmenter la masse musculaire, puisqu'on va être sûr que tu en as en masse. Ça peut devenir contre-productif, mais tu es sûr qu'il va en avoir assez. Versus si on dit on va y aller à 1,3 g ou 1,4 g de protéines par kilogramme de poids par jour, ça se peut que ça ne soit pas tout à fait assez. Ça se peut qu'on a plus tendance à y aller overboard et c'est aussi beaucoup plus vendeur, beaucoup plus spectaculaire. C'est pas mal plus facile pour un entraîneur en bodybuilding de dire moi j'ai une diète à 6500 calories pour gagner de la masse musculaire que de dire moi j'ai une diète à 2500 calories pour gagner de la masse musculaire mais fractionnée de façon intelligente puis avoir optimisé les gains. Si je fais un post Instagram, la diète à 6500 pour gagner de la masse musculaire avec la photo d'un monstre qui lève pesant va m'assurer un revenu beaucoup plus intéressant que le post avec un 2500 calories puis un gars qui explique un graphique où est-ce qu'il y a une diminution de l'absorption en fonction de l'augmentation des apports. Fait que c'est malheureusement ça. Donc, l'alimentation post-entraînement devrait avoir des protéines sous n'importe quelle forme, shake ou bouffe, des glucides pour récupérer l'énergie perdue, de l'eau, si jamais il y a une perte en eau. Fait que selon l'entraînement, les conditions, quand tu fais, il y a longtemps, quand je travaillais dans un gym au Maroc, où oui, l'entraînement en musculation pouvait faire en sorte qu'on était déshydraté parce qu'on s'entraînait puis il faisait à peu près 40. Alors, tu faisais du leg press pendant 2 séries de 12 puis tu venais de perdre 1 litre d'eau, là, parce qu'en plus, tu es en dessous d'une fête au soleil, fait que tu bronzais puis tu suais en même temps que tu faisais ton leg press. Fait qu'il faut voir, fait qu'il faut s'assurer hydratation, énergie. Et puis, ensuite de ça, les apports en protéines. Les formes, quand c'est liquide, ça s'absorbe habituellement un peu plus vite que quand c'est solide. Mais là aussi, c'est vraiment, vraiment du fine-tuning. Vous n'aurez pas quelqu'un dans le gym qui gagne 27 kg de masse musculaire, puis l'autre à côté qui n'en gagne pas. Parce qu'il y en a un qui prend des suppléments tout de suite après sous forme liquide, puis l'autre, il prend du poulet Saint-Hubert après son entraînement. Tu n'auras pas un écart aussi important que ça. Fait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont nuancer là-dedans. Fait qu'en quoi une diète sur mesure aide dans un entraînement? Ça aide. Je vais me permettre un commentaire totalement gratuit puis aux limites méchant, là, mais ça aide les revenus de la personne qui va vendre ça dans un premier temps. Parce que dans la majorité des cas, la diète faite sur mesure n'est pas réellement sur mesure. Pour la simple et bonne raison que on n'a pas de mesure de ce qui se passe dans l'organisme de la personne. Je ne sais pas combien d'acides aminés il synthétise par minute. Je ne sais pas combien d'acides aminés il oxyde par minute en fonction de cet entraînement-là. Fait que ça ne sera pas vraiment sur mesure. On va prendre des guidelines, des recommandations. Puis l'exemple, le 1,5 g de glucides par kilogramme de poids par heure, n'est-ce pas, en endurance. Tout le monde fait ça. Mais peut-être que moi, je suis capable de synthétiser 2 grammes de glycogène par kilogramme de poids par heure après. J'en ai aucune idée. Fait que la diète n'est pas vraiment sur mesure. C'est que je prends un carcan qui a été étudié chez des gens qui semblent être bénéfiques, puis je l'applique à grande échelle à tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment sur mesure. C'est pour une discipline, pour une activité quelconque, mais c'est pas sur mesure pour l'individu comme tel. Là où ça peut devenir intéressant, c'est quand tu vas avoir des nutritionnistes qui vont adapter un petit peu ces archétypes-là nutritionnels en fonction des préférences de la personne, en fonction de sa réalité, qui vont donner des alternatives. Si moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Là, ça peut devenir un peu plus personnalisé dans l'utilisation. Mais dans le contenu, dans la teneur, c'est en réalité pas du tout personnalisé parce qu'on fonctionne avec des archétypes. Tu sais, quand je dis on va consommer 1,8 g de protéines
par kilogramme de poids par jour. Je dis ça va être personnalisé pour toi. Sur quoi je me base? Est-ce que j'ai fait un bilan azoté? Est-ce que je t'ai donné 1,8 g de protéines par kilogramme de poids par jour? J'ai regardé la quantité d'azote qui rentrait, la quantité d'azote qui sortait, puis j'ai dit, ah, ben c'est bon, on a un bilan d'azote positif. Puis je t'ai donné 2 grammes après, puis on regarde, ah, c'est pas mieux, c'est pas plus positif, c'est pareil. Fait que ça donne rien pour toi d'aller à 2 grammes, on va rester à 1,8 g. Qui fait ça? Personne. Il n'y a personne qui fait ça. Fait qu'on prend des décisions éclairées avec ce que la science nous dit, mais la personnalisation au niveau des apports, c'est plus au niveau des préférences, des tolérances, des intolérances. Je suis d'accord qu'il y a place là-dessus. Là. Quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas manger ça. As-tu une alternative à ça? Ben oui, on peut personnaliser cet aspect-là, mais c'est pas les quantités, c'est pas la teneur, puis c'est principalement parce qu'on n'effectue pas de mesure. Puis c'est pas que les gens sont méchants, sont mauvais, sont mal intentionnés, c'est qu'on n'a pas les outils pour mesurer ça. Puis c'est qui va vouloir se faire une biopsie après chaque entraînement, qui va vouloir faire un bilan azoté. On va mesurer l'azote qui sort dans l'urine, l'azote qui sort dans le caca, l'azote qui rentre, on calcule tout ça, on fait une balance azotée, on s'entend, c'est pas pratique. Fait qu'on n'a pas le choix de fonctionner avec des archétypes. Mais c'est une illusion de penser qu'on a des choses sur mesure pour nous. C'est plus pour nos préférences. Fait que c'est une bande de nutritionnistes sportifs ou de nutritionnistes sportives qui ne doivent pas aimer ça. Je pense pas, parce que je pense qu'elles et elles sont pleinement conscientes qu'elles font un travail de qualité, mais que l'individualisation, ça ne se situe pas au niveau de la synthèse des protéines, de la synthèse du glycogène. C'est parce que c'est pas mesuré, là. Donc, c'est ça. Fait que, puis l'autre élément aussi, si vous regardez, au niveau des apports post, il y a plusieurs approches différentes qui vont souvent donner des résultats similaires aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses, là, il y a beaucoup de variabilité, mais il faut respecter certains éléments. Comme je vous disais, l'hydratation est-tu correcte? L'énergie est-tu correcte? Après ça, les protéines, les apports en protéines sont-tu corrects? Ça va être important. Mais après ça, à combien? Et on y va à peu près, puis on y va, dans le livre, il nous dit que c'est ça. Puis il y a des gens qui vont dire, bon, mais c'est bien beau la théorie, dans la pratique, c'est pas ça. C'est encore pire. Imagine des gens qui disent, moi, là, la théorie, là, c'est de la bip. Moi, tout ce que je crois, c'est dans la pratique puis mon expérience. OK. Qui est capable précisément quantifier l'hypertrophie musculaire? Qui est capable précisément doser le glycogène musculaire? Comment on fait ça? Les gens ne le font pas. Ils disent, ça marche pas. Sur quoi ils se basent? C'est sur une perception. Fait que, dans le fond, le pratique, le terrain, quand il est basé sur une perception, il est encore moins précis et moins appliqué au terrain que ce qu'on trouve dans les livres, parce que les livres, ils ont mesuré ça sur du vrai monde. La perception, il n'y a pas de mesure. C'est ta perception. Quand j'entraînais les athlètes en fitness, je me fiais tout le temps à mes chiffres pour déterminer s'ils avaient changé et non pas à mon œil. Parce que selon si j'étais de bonne humeur, selon si j'étais de mauvaise humeur, ça changeait comment je trouvais que l'athlète évoluait. Fait que, tu sais, la perception, c'est une chose. Fait que c'est pour ça, là, c'est vraiment... Oui, Laurie, le live est enregistré à moins de problèmes techniques et je touche du bois pour ne pas le jinxer. Ça va être disponible là, dans la section balado là, sur drkin.com. Fait que pas de problème. Alors, quels autres éléments je voulais aborder? Un autre élément qui est super important, puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à balancer ça, il n'y a pas de problème. Un autre élément qui est assez important, c'est pour la nutrition post, c'est la nutrition de l'ensemble de la journée aussi qui est importante. C'est un élément qui est assez critique parce que les gens ont tendance à dire, là, je veux optimiser le après. Donc, Valérie, ça, c'est méchant. Ça, c'est de dire que je suis tout le temps de mauvaise humeur, c'est pas votre avantage. Ouf, je vais m'abstenir de réagir à ça. Alors, donc, je disais, l'autre aspect, c'est l'ensemble de la nutrition sur la journée, puis on ne peut pas patcher immédiatement après. Donc, on va chercher à être hyper précis, hyper pointilleux sur des détails post-entraînement en disant on veut maximiser les gains, mais le restant de la journée, les apports nutritionnels, c'est du n'importe quoi, c'est du à peu près, c'est de la perception, c'est pas quantifié du tout. Tu sais, si tu fais ton entraînement puis tes réserves de glycogène étaient très hypothéquées avant,
Tu fais ton entraînement, puis tu dis, ben, je dépense à peu près 500 calories, je vais me redonner 500 calories de glucides, comme ça, je vais renouveler mes réserves de glycogène. Ben, c'est pas vrai qu'elles sont renouvelées. Ils sont partis hypothéqués avant, ils ne sont pas partis à 100%. Donc, tu ne renouvelles pas totalement tes réserves de glycogène, ta récupération n'est pas optimale. Pourquoi? Ben, pas parce qu'après, tu n'as pas fait les bonnes choses. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. C'est juste que tu es parti hypothéqué parce que le restant de la journée qui précédait ton entraînement, tu n'as pas fait ton travail. Donc, d'optimiser dans les 30 minutes ou dans l'heure qui suit l'entraînement, ben, c'est correct de le faire, mais il faut s'assurer que les 23 autres heures de la journée ont un minimum de décence qui font du sens. Puis je tire de ça des gens qui faisaient un jeûne alternatif, puis qui faisaient leur entraînement à jeun juste avant l'heure du midi. Puis ils disaient, ben, je renouvelle mon glycogène. Ben attends, là, tes réserves de glycogène musculaires et hépatiques vont être dangereusement hypothéquées. Là, après ça, c'est pas un problème. Mais si tu prends juste 200 calories de glucides, tout de suite après, pense pas que tu as pleinement renouvelé tes réserves de glycogène. Puis quand tu vas recommencer demain, ça se peut là, que tu sois de plus en plus hypothéqué, que ta récupération aille de moins en moins bien, et puis tu ne comprennes pas pourquoi. Puis tu dis, je ne performe plus, comment ça se fait? Ben, pourtant, j'ai ma boisson de récupération que tout le monde me recommande, qui est super bonne. Ouais, mais le reste ne fait pas le travail. Même chose pour les apports en protéines. Que ce soit encore une fois en sport d'endurance, en hypertrophie ou en perte de poids, si mes apports en protéines totaux ne sont pas au rendez-vous, ben, je vais hypothéquer mon bassin d'acides aminés, je vais hypothéquer mon potentiel à hypertrophier. N'oubliez pas que l'hypertrophie, post-effort, je vous disais que la synthèse des protéines au niveau des myofibrés à l'intérieur des fibres musculaires, ben, c'est sur plusieurs heures, plusieurs jours que ça se passe. Fait que si dans ma journée, je n'ai pas un apport en protéines adéquat au total, ben, je vais finir par pas avoir une récupération qui est adéquate. Donc, il faut que je m'assure que je fasse mes devoirs pour 24 heures, pas juste pour l'heure après. Fait que c'est un peu se donner bonne conscience de dire, hey, moi, là, j'ai pris 27,75 grammes après mon effort, sous forme liquide, épuré, triple filtré à froid, Puis, ben, il te manque 75 grammes de protéines dans ta journée. Ça ne marche pas, il y a une incohérence qui va être désavantageuse puis qui va affecter négativement la capacité de récupération, les performances et ainsi de suite. Alors, c'est super important de considérer les apports post vraiment comme un élément à l'intérieur de l'ensemble de l'œuvre, à l'intérieur d'une matrice nutritionnelle qui est plus complète, puis qu'on pourrait même déborder et dire d'une matrice nutritionnelle et d'une fonction de récupération qui est correcte. Est-ce que je m'assure que je récupère bien? Est-ce que je n'ai pas trop de temps sédentaire? Est-ce que j'ai un sommeil de qualité, etc.? C'est toutes des choses qui sont interreliées, puis on peut pas... Ben, on peut, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais on ne peut pas s'en sortir avec un succès parce qu'on fait très bien un détail, puis la majorité des choses, c'est brouillon. Donc, on ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est pas vrai qu'on peut élever ses performances puis élever l'atteinte de ses résultats, de ses objectifs à un niveau vraiment supérieur avec des détails. Il faut que les détails s'ajoutent à un tronc commun, une réalité qui est solide, qui est optimale. Et c'est là que le cumul des détails peut faire une légère différence. Fait que c'est la plupart du temps le cas chez les athlètes de haut niveau qui réussissent à cumuler toutes ces choses-là, qui ont une base solide et qui vont additionner les détails pour vraiment atteindre des performances extraordinaires. Et c'est même pas tous les athlètes que c'est ça. Donc, on a plusieurs athlètes qui n'y arrivent pas, ils ont une super bonne base, puis ils ne sont pas capables de cumuler les détails, puis ça ne marche pas. Ou encore, ils ont une mauvaise base, mais c'est des talents incroyables, puis ils réussissent à s'en sortir avec quelques petits détails, mais ils ne performeront jamais à la hauteur de leur plein potentiel. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais aborder? Peut-être un autre élément que je prédis qui va revenir à la mode bientôt, les apports en protéines avant le dodo. On est dû un peu dans le cycle des tendances là, entraînement. C'est à peu près aux 6-7 ans que ça revient. Alors, on prônait beaucoup la consommation d'un bolus, donc un gros apport en protéines. Juste avant le dodo, plus particulièrement de la caséine. Pourquoi? Parce que la caséine, qui est l'autre protéine du lait, on parlait tantôt du lactosérum, la caséine, l'autre protéine du lait, va avoir tendance à
pas stimuler la synthèse des protéines, mais ralentir la dégradation. Alors, on en donne avant le dodo, puis un bolus, là, selon les études, c'est entre 25 et 50 grammes. En moyenne, on donne à peu près 40 grammes de caséine avant le dodo. Et ça semble, sur une période de 8 à une quinzaine de semaines peut-être, favoriser un gain de masse musculaire légèrement plus important, mais vraiment dans le très légèrement. C'est significatif, mais pas nécessairement cliniquement pertinent. Ce n'est pas 4 kilos de gain de masse musculaire de plus parce qu'on a fait ça. Puis pourquoi? C'est parce que toutes les approches nutritionnelles, entre autres, qui vont agir sur la dégradation. Alors, je pense entre autres la glutamine. On dira quand tu consommes de la glutamine, ça diminue la dégradation de tes protéines. Fait que c'est plus intéressant pour le remodelage musculaire. On est de moins en moins certain que c'est le cas. On semble plutôt vouloir laisser aller la dégradation des protéines parce que, étrangement, ça, c'est quand même assez stable. Pour un stimulus donné, la dégradation va être constante, peu variable. Alors que la synthèse, elle, est beaucoup plus variable. Pour un même entraînement, des fois, on peut avoir une synthèse des protéines qui est un peu plus stimulée, etc. Mais la dégradation, ça semble être beaucoup plus constant. Et l'affaire qui est vraiment importante, c'est que la dégradation est un peu essentielle. Tu sais, c'est le yin, le yang. J'avais un étudiant qui disait le yin, le yang, le ping, le pong, là, pour faire une joke plate. Mais tout ça pour dire que s'il n'y a pas de dégradation, c'est difficile de faire un remodelage. Donc, quand on regarde la dégradation d'un muscle suite à l'effort, c'est pas des bonnes fibres musculaires qui sont dégradées puis qu'on sacrifie là, sur l'autel de l'entraînement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrader des protéines, des éléments du muscle, donc soit des éléments structurels, donc dans l'architecture du muscle, soit des éléments au niveau des éléments contractiles du muscle qui ne sont plus efficaces, qui ne sont plus adaptés, qui sont endommagés. Et ensuite de ça, la synthèse des protéines va venir dans un premier temps réparer ces structures-là et adapter l'ensemble du muscle pour être plus optimal pour répondre à ce type de sollicitation-là. Donc, par exemple, augmenter le nombre de sarcomères en parallèle, puis ce qui va entraîner une hypertrophie. Donc ça vient quelque chose d'assez intéressant. Mais si je bloque la dégradation, je me trouve à bloquer un peu la capacité de remodelage du muscle. Alors vraiment, de plus en plus, là, je ne dirais pas que ça va jusqu'à on veut stimuler la dégradation du muscle, mais on veut beaucoup plus la laisser aller parce que moins elle est influencée, plus ça va être pertinent, du moins plus ça semble être pertinent pour favoriser une meilleure récupération et un remodelage musculaire beaucoup plus efficace. Alors, toutes les suppléments ou les interventions qui visent à freiner la dégradation du muscle, quand c'est associé à l'entraînement, je ne parle pas d'une dystrophie de Duchenne, là, mais quand c'est associé à l'entraînement, ben, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon. Donc, ce serait peut-être un peu plus intéressant de s'assurer que la synthèse est optimisée, puis qu'elle peut travailler librement avec suffisamment d'énergie, puis suffisamment d'acides aminés. Question de Jonathan. Quel est le pourcentage de fibres musculaires que l'on dégrade lors d'un entraînement en hypertrophie? J'ai encore une fois une réponse plate, Jonathan, désolé. C'est proportionnel à la quantité de fibres qui a été recrutée dans un premier temps. Donc, plus il y a eu un recrutement neuromusculaire important, plus il y a potentiellement une grande quantité de fibres musculaires qui va être dégradée. Et donc, c'est vraiment proportionnel, je dirais, au niveau de fatigue. Alors, on remarque que plus il y a de la fatigue, plus il y a une grande quantité de fibres musculaires qui va être dégradée. Fait que ça, c'est un élément. Faut comprendre aussi que la fatigue est créée dans des conditions de laboratoire très précises et souvent sur un muscle. On va faire, par exemple, un leg extension. On va regarder ce qui se passe dans les muscles du quadriceps, mettons le bassin interne. Puis on remarque que plus l'activité électrique du vastin interne lors du leg extension est importante, quand on fait des biopsies, quand on fait des mesures sanguines là, locales, etc., peu importe comment on le mesure, on se rend compte qu'il y a potentiellement une plus grande dégradation, puis une plus grande synthèse des protéines qui se fait localement. Donc ça, c'est une chose. Sauf que dans la vraie vie, c'est qui va faire juste du leg extension d'une jambe pendant sa séance jusqu'à épuisement?
On va travailler, mettons, on a quelqu'un qui travaille épuisement, on va travailler jusqu'à épuisement, mais tu sais, plusieurs groupes musculaires sur plusieurs exercices. Ce qui fait qu'il y a un effet de fatigue qui va provenir du système nerveux central, il y a un effet de fatigue qui va provenir de la périphérie, il y a un effet de fatigue qui peut provenir des réserves énergétiques. Donc, on peut avoir plusieurs mix de fatigue qui vont faire en sorte que je peux être fatigué et ne pas nécessairement recruter tant de fibres musculaires que ça. Alors, donc c'est pour ça que c'est délicat un peu là, de prendre les résultats d'une étude et de les appliquer à l'entraînement. Mais dans l'ensemble, ben, plus le muscle va être recruté, va être sollicité, va être mis en surcharge, ben, potentiellement, plus on va avoir une dégradation importante. Fait qu'un marathon, ça entraîne une dégradation de fibres musculaires parce que ben, on a eu une surcharge importante, puis il y a une fatigue. Si je suis épuisé après un 5 km, ben, potentiellement qu'il va y avoir une moins grande dégradation, même si je suis totalement épuisé, puis j'ai vomi 2 fois après ma course tellement j'étais claqué, puis j'ai fait un marathon tranquille pour le fun, ben, il y a eu beaucoup plus de contractions musculaires, puis sur le 42 km, potentiellement qu'il y a eu un plus grand recrutement neuromusculaire, puis ça pourrait créer une plus grande fatigue. Fait que je serais bien en mal de répondre spécifiquement en sortant un pourcentage du style 37,25% pour le côté gauche et 39,67% pour le côté droit. Là. Je serais bien malaisé là, de sortir quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai encore quelques petits instants. Et donc, allez-y avec vos questions. Sinon, ben, je vous rappelle que ben, c'est super le fun si vous appréciez de faire un petit like, le classique. Si jamais il y en a qui écoutent ça en rediffusion, soit sur le podcast, que ce soit Spotify, Apple, Google et compagnie, ben, de signifier votre appréciation de la façon qui est appropriée sur la plateforme que vous utilisez. Ça aussi, c'est bien le fun. Puis moi, ça me donne aussi un peu de feedback parce que c'est toujours très difficile de parler à mon écran et à ma face. Je trouve ça toujours très particulier de faire un simili-monologue là, pendant une durée de temps donné. Alors, il ne semble pas y avoir d'autres questions, donc un gros merci. On devrait se retrouver la semaine prochaine. Je devrais clore ma première saison de balado pas tellement longtemps. Je pense que c'était le 11e épisode comme tel. Peut-être me rendre à 15 puis prendre une petite pause, on va voir. Si jamais vous avez des suggestions, demandes spéciales en termes de sujets thématiques, j'ai eu une demande au niveau cannabis-alcool en lien avec l'entraînement. C'est moins dans mes cordes, donc c'est quelque chose que je vais essayer de fouiller, là, trouver. Je peux pas voir quelques revues scientifiques là-dessus. Donc, ce serait quelque chose là, que je vais aborder prochainement. Good! Mélanie qui dit non, pas de vacances, c'est ça que tu dis? Ou non, pas de cannabis. Donc, sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Good? Bye bye.